Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner. Nous allons vous proposer nos conclusions hâtives du début de saison, du lancement de carrière à la fois triste et génial de Victor Wembanyama sous le maillot des Spurs, d'Anthony Davis, Porzingis, Lillard et tous les autres. Pour m'accompagner, j'ai l'immense bonheur d'accueillir Charles. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. J'ai fait un lancement d'émission presque aussi troublant que le début de Victor Wembanyama, Charles. Ah, écoute, c'est un bel hommage. J'essaie de me rattraper aux branches comme je peux. Si ça te dérange pas, Charlie, alors je t'ai demandé de retirer 3 moments marquants selon toi de ce début de saison. Ça s'est lancé dans la nuit de mardi à mercredi. Moi, j'ai fait pareil de mon côté et j'aimerais bien t'imposer le fait de commencer sur Victor, s'il te plaît. Bon, écoute, avec plaisir. Hein. Tu es d'accord ? Tout à fait. Parce qu'il n'y a clairement pas qu'en France que la Wembamania existe. Il y a près de 3 millions de fans qui ont suivi le lancement officiel de la carrière de Wembanyama. Des chiffres qui sont très proches de ceux de LeBron James en 2003. C'était 3,3 millions, je crois, de téléspectateurs pour son match d'ouverture. C'est d'ailleurs le match d'ouverture le plus regardé de ces 11 dernières années en NBA. C'est la plus grosse audience jamais réalisée pour un match opposant les Spurs à Dallas hors match de Noël. Le NBA League Pass, le site de streaming de la NBA qui nous permet de voir tous les matchs, très très confortable comme petit produit, a enregistré en France une hausse de 220% de son trafic en comparaison à la saison passée. Les vidéos de Wemby ont comptabilisé plus de 214 millions de vues depuis le lancement de la pré-saison, soit plus que n'importe quel autre joueur. Le match qu'on a vu contre Dallas, c'était un des 13 matchs des Spurs cette année en diffusion nationale aux États-Unis, ce qui est énorme. Charlie, on peut dire que on va d'abord se centrer là-dessus. Numériquement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue hype, les débuts de Victor Wembanyama ont répondu, ont coché toutes les cases, quoi. Ah oui, ça c'est clair. On sait que les attentes étaient énorme, et c'est confirmé par les chiffres. Bon, faut dire aussi que l'affiche sur le papier, elle faisait envie. Hein. C'était quand même pas le seul magicien sur le parquet, mais oui, effectivement, les chiffres sont remarquables. Tu l'as dit, plus de 10 ans qu'on n'a pas eu autant de téléspectateurs pour un match d'ouverture d'ESPN, il me semble. Donc oui, non, ça, de ce point de vue-là, tout est parfait. Et on le comprend, on l'a déjà vu en pré-saison, tu l'as dit, ces highlights ont été revus par absolument tout le monde. Ce que Victor Wembanyama est capable de faire sur un parquet, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, très loin de là. Wembanyama a marqué 15 points, 6 sur 9 au tir. J'ai découvert que c'est exactement la même ligne de stats, en tout cas en termes de scoring, que Tim Duncan, quand il avait fait son premier match avec les Spurs face aux Denver Nuggets, le jour d'Halloween. En 1997, 6 sur 9 au tir, comme Victor, 15 points. Tim Duncan avait aussi ajouté 10 rebonds, 2 passes et 2 contres. Victor Wembanyama, premier match, ça a été aussi sa première défaite en carrière face à Dallas. Il a été gêné par les fautes. Des fautes de débutants, j'ai envie de te dire, Charlie. Il n'utilise pas assez son corps pour se placer en position défensive. Beaucoup trop de mouvements de bras. Il a fait des fautes stupides en essayant de taper les ballons. Il était en retard sur ses déplacements. Ça, c'est des problèmes d'anticipation. Il est plus en réaction face à l'action au lieu d'essayer de devancer ce qui va se passer. Je dis pas ça comme une critique. C'est tout à fait logique pour un joueur de 19 ans. Le peu de temps où il a joué, il a été plutôt convaincant, voire très convaincant, comme l'a souligné Popovic, son coach. Il n'a pas laissé ce problème de faute le sortir de son match à proprement parler. La fin de match, il l'a bien terminé au moment où San Antonio avait encore une chance de l'emporter. Si ses mouvements en attaque impressionnent tout le monde, clairement moi aussi, personnellement, moi, c'est son impact défensif réel et potentiel que je trouve le plus remarquable chez lui. Je vais te poser une question, Charlie. Est-ce qu'il est potentiellement candidat comme meilleur défenseur de l'année, tu penses, cette saison ou pas? Avant que tu répondes à cette question, j'aimerais juste que tu me donnes ta première impression de toi sur ce premier match face à Dallas, sur le terrain, en termes de performance. Bon, c'est comme toujours, on peut choisir de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Alors oui, il a été handicapé par les fautes. Oui, peut-être que certains s'attendaient à une performance plus grandiloquente de sa part, mais
enfin voilà, faut pas oublier que c'était son premier match. Il a été très ciblé. Il a notamment été très bien gêné par Grant Williams. Mais ouais, moi je trouve qu'il a montré des choses très intéressantes, que ce soit offensivement ou défensivement. Et effectivement, moi je vais revenir sur ce que tu as dit sur les compliments de Popovic. Il a su rester concentré et impliqué dans le match malgré le fait qu'il ait ce problème de faute assez rapidement. Et on sait à quel point c'est une configuration qui peut être compliquée pour des jeunes joueurs. C'est difficile de garder le rythme et la concentration quand on fait des allers-retours entre le banc et le parquet. Malgré ça, il a su être important dans des moments assez clés, mais bon, en fait, quand on lit les commentaires sur son premier match, on comprend à quel point les attentes sont démesurées à son sujet. En soi, tu l'as dit, d'un pur point de vue comptable, 15 points, 5 rebonds, 60% à 3 points en 23 minutes, c'est quand même plutôt pas mal. Mais pour certains, ça reste très décevant parce que le niveau d'attente est hallucinant. Je pense que tout le monde est resté sur sa faim par rapport à son temps de jeu, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi je veux vraiment insister sur ce qu'a dit Popovic. On sait très bien que les problèmes de concentration chez les jeunes joueurs, ça peut être c'est un truc qui est très important, que ce soit la concentration sur le parquet, sur des phases défensives ou pendant le match quand on est amené à se reposer sur le banc. Ça c'est pas du tout un problème visiblement pour lui. Écoute, est-ce qu'il peut être candidat pour le Defensive Player of the Year ? Je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt parce que tu l'as dit, c'est clair qu'il doit progresser dans ses lectures de jeu, dans ses timings. Ça va prendre un peu de temps. Il va pas du jour au lendemain se retrouver beaucoup plus à l'aise dans ce domaine-là. Donc peut-être pas dès cette saison. En revanche, très très rapidement et pour tout le reste de sa carrière, effectivement, il fera partie des candidats. Ça c'est une évidence. J'ai creusé un peu le sujet. Hein. J'ai bossé, Charlie. Tu peux être fier de moi, franchement. Je suis très fier. Merci, ça me fait plaisir. Défenseur de l'année, jamais un rookie n'a été élu défenseur de l'année. Le plus proche qu'on ait vu, c'est Alvin Robertson qui l'a remporté lors de sa deuxième saison en 1986. Cependant, ça s'est déjà produit que des rookies intègrent les All Defensive Team à la fin de la saison. Les deux derniers rookies à avoir intégré une All Defensive Team, je te le donne en mille. Tim Duncan en 1998 et avant lui, David Robinson en 1990. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal et c'est des plutôt bons exemples. J'ai trouvé j'ai trouvé le clin d'œil assez marrant. Ouais. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, Victor Wembanyama exigeait qu'un jeune homme de 19 ans qui met les pieds en NBA commence à lire des défenses de façon élite et capable de comprendre et d'anticiper absolument tout ce qui va se passer et tous les schémas de jeu des équipes adverses, c'est sûrement beaucoup trop prétentieux de croire que ça va se passer comme ça. C'est clair. Et c'est impossible qu'on exige ça de lui. Et le problème avec un phénomène comme Victor Wembanyama, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le domaine du grand public, et ben forcément les gens vont un peu parler sans trop savoir comment le comparer ni quelles exigences sont raisonnables, on va dire, et qu'est-ce qui tient totalement du fantasme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le pur fantasme avec Victor Wembanyama. Maintenant, ceci étant dit, on a quand même vu dans ce match avec Dallas, et ce n'est qu'un match, c'est que si Dallas a su rester au contact et a fini par remporter ce match, c'est aussi qu'ils ont énormément exploité les minutes sans Victor Wembanyama. Clairement, sa présence, elle change la géométrie du terrain. On l'a bien vu en pré-saison. Je pense notamment à ce match face aux Warriors de Golden State, où il est allé contrer Andrew Wiggins, qui ne s'attendait pas du tout à ce que l'envergure de Wembanyama soit à ce point colossal. Il a réussi à contrer aussi un tir de Klay Thompson, je me souviens, à 3 points. Pareil, tu vois bien que Klay Thompson était totalement désarçonné sur le fait qu'il ait été capable d'être à la fois un pied dans la raquette et un pied. Il a juste à faire un pas, il est à la ligne des 3 points en fait, Victor Wembanyama. C'est ça qui est complètement fou avec lui. Et je pense que les attaques adverses vont mettre un certain temps à comprendre comment faire pour jouer contre lui, quoi. Mais ouais, défensivement, il va poser de vrais problèmes et assez rapidement, ne serait-ce que par ses dimensions en fait. Oui, et d'autant plus qu'en fait, ça a vraiment l'air d'être
il a l'air d'être extrêmement lucide, Wembanyama. Moi, j'ai bien aimé son attitude à l'issue du match, en conférence de presse notamment, où il s'est pas du tout caché. Il a un discours à la fois très simple, très clair et très honnête sur sa performance et sur ses axes de progression. Et cette lucidité-là, dans sa marge de progression, notamment défensive, elle est absolument capitale. On sent que c'est pas du tout un mec qui va se reposer sur ses lauriers, parce que tu l'as dit, la Wembamania est tellement hallucinante que il pourrait presque se croire arrivé, Victor, en fait. Il pourrait presque se dire, bon bah, je suis déjà en fait un personnage incontournable de la ligue, ce qui n'est pas faux, mais c'est pas son style. Voilà, c'est pas du tout son style. Et en fait, cette lucidité sur ses axes de progression, avec un coaching staff comme celui des Spurs et notamment Greg Popovich, ça ne peut être que positif et ça ne peut que augurer d'une amélioration assez rapide dans les secteurs où il doit travailler. J'ai adoré l'énergie sur le terrain de la part de cette équipe, que ce soit Devin Vassell, que ce soit Jeremy Sohan, que ce soit tous ces gars-là. Je trouve que cette équipe, il y a un vrai esprit de groupe, il y a une vraie combativité sur le terrain. Je vais énormément regarder les Spurs cette saison. Énormément. Oui. Elle est vraiment kiffante, cette équipe, et j'ai hâte d'en rediscuter avec toi quand on sera rendu fin décembre, début janvier. Je suis d'accord. Que, très sincèrement, Charlie, si demain, les Spurs, tu me dis que les Spurs sont 10e à l'ouest et que accrocher une des dernières places du play-in est jouable, je ne serais pas surpris. Moi non plus, même si je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur cette équipe. Moi, j'avoue qu'il y a juste un élément, mais ce qui est normal, c'est complètement normal. Cette équipe, elle est en pleine progression. Elle a pas du tout pour objectif de gagner dès cette saison. Ils ont le temps. Il y a beaucoup de jeunes. On peut pas s'attendre à ce que tout fonctionne tout de suite. Mais elle a quand même tout ce que t'as dit est vrai, mais il y a le revers de la médaille qui est que il n'y a pas vraiment de. Enfin, j'aurais bien aimé que, notamment sur les lignes extérieures, il y a un profil plus calme, plus organisateur. On a vu beaucoup de gens regretter le fait que dans le Money Time, Wembanyama n'ait pas été suffisamment servi. C'est aussi de là que ça vient. Mais encore une fois, c'est complètement normal. C'est des joueurs qui sont assez jeunes et qui ont besoin de travailler sur énormément d'aspects du jeu. La décision de Popovich de mettre Jeremy Sohan en poste de meneur, c'est quand même assez génial, quoi. Bah oui. C'est quand même mortel, cette histoire. Je trouve ça trop kiffant de la part de ce coach-là, qui est quand même, pas de la vieille école, parce il nous a prouvé depuis longtemps. Il était beaucoup plus vieille école au début de sa carrière qu'il ne l'est maintenant. Et le fait qu'il soit capable de tenter ce coup-là, je trouve ça hyper fun, en fait. Je la trouve hyper fun, cette équipe. Ouais, non, mais oui, ça c'est sûr que ça va faire, ça va vraiment faire partie effectivement des équipes qui vont être vraiment cool à regarder cette saison. Et ils vont en perdre des matchs dans les Money Time, des fins de match tendus qui vont perdre sur des erreurs de jeunesse. Il y en aura plein cette saison. Mais encore une fois, c'est complètement normal. Et en fait, c'est que du positif pour la suite. C'est tellement ça qui va se passer, Charlie. C'est tellement ça qui va se passer, c'est sûr. On va les compter, ces matchs-là. Ouais. Un mot vite fait avant d'enchaîner sur ton choix à toi, ton premier choix. Un petit mot quand même sur Dallas, sur l'adversaire. La révélation de ce match était Derek Lively, 12e choix de la draft des Mavericks. Le pic qui a justifié le tanking dégueulasse de la fin de saison dernière. 16 points, 10 rebonds, une belle énergie, une verticalité parfaite pour jouer avec Luka Doncic et Kyrie Irving. C'est le premier rookie de ces 40 dernières saisons à faire un 15-10, 15 points, 10 rebonds sur 80% de réussite au tir dans son premier match en carrière. Ça vaut rien du tout ce que je suis en train de dire comme statistique. Cette statistique ne vaut rien. mais tout ça pour vous dire que Derek Lively, pour le coup, moi, m'a sauté aux yeux pendant ce match, clairement. Je me suis dit, waouh, ce garçon, il est très bon. Il est très, très, très bon. Je suis d'accord. Et pour moi, ce match, ça a aussi été la confirmation du fait que Grant Williams, c'est vraiment, vraiment, vraiment une très belle pioche. Ouais, et ça a été aussi la confirmation par rapport à notre conversation de la semaine dernière sur les duos que Irving et Doncic, c'est redondant à mourir, quoi. C'est redondant à mourir. Ça défend pas dans cette équipe. Je suis désolé, mais ça défend pas. Ah, Grant Williams, quoi. Non, mais tu peux pas reposer ta défense sur un gars. Non, mais bon, il y en a un, quoi. C'est pas possible. Et non, franchement, ça va être... Je pense qu'ils vont souffrir. Offensivement, non. Mais tu vois, quand t'as des matchs comme là où Kyrie Irving était maladroit, encore une fois, tu demandes à Luka Doncic de porter l'affaire du début à la fin, quasiment. Oui, mais Kyrie Irving va pas shooter à 10% à 3 points toute la saison.
Ça, Non, c'est mais, sûr. mais effectivement, là, c'est vrai on demande beaucoup à Luka Doncic encore aujourd'hui. Mais ouais, défensivement, perso, je vois pas comment ils s'en sortent, quoi. Je vois pas le truc. Allez, à toi, ton premier choix de tes conclusions hâtives. Bah écoute, on va commencer par Kristaps Porzingis. Ouais, voilà, j'étais sûr que tu allais commencer voilà, tu commences à cochonner le podcast, voilà. Vas-y. Pourquoi? Il est Vas-y, sympa vas-y, son non, mais premier vas-y, match. sors ton histoire de Kristaps Porzingis. Bah Vas-y. écoute, franchement, Fais-toi plaisir. son premier match, il était attendu. Son intégration dans cette équipe, c'était un des éléments sur lequel on voulait en savoir plus. On savait à peu près à quoi allait ressembler le 5. Et très rapidement, on a vu qu'il était visiblement plutôt à l'aise dans cette équipe. Il a encore ses marques au Madison Square Garden, visiblement. 30 points, 8 rebonds, 4 contre. Il a été, je trouve, très bon, très propre. 55% à 3 points, 9 lancers francs rentrés sur 10 tentés. C'est d'ailleurs dans ces deux domaines-là qu'il a permis à son équipe de faire le trou dans le Money Time en s'imposant, en enquillant tranquillement tous ses lancers et en inscrivant un 3 points important. Il a pas été très gêné par la raquette d'Enix. Il a évidemment profité de son adresse à 3 points pour s'écarter et se régaler. Défensivement, il a été présent. Moi, je trouve que ce match, bon, alors, on va évidemment, on est dans les conclusions hâtives évidemment, mais je trouve que cet ajout dans cette équipe fait sens. Ça peut être extrêmement positif au relais du duo Tatum-Brown. Il pourrait même tout à fait être la deuxième option dans cette équipe avec ce niveau d'adresse. Et donc, c'est vrai que je voulais en parler parce que on a été parfois un peu critique sur les Celtics, sur les mouvements qu'ils ont fait sur cette intersaison, sur le fait que défensivement, ils ont beaucoup perdu. Et voilà, je voulais simplement dire que c'est un premier match très réussi et très positif pour lui. Mazzulla et Tatum, d'ailleurs, ont été très élogieux à son sujet à l'issue de la rencontre. Il me semble avoir lu qu'aucune recrue n'avait fait aussi bien que lui à Boston pendant l'histoire de la franchise pour le premier match. Bref, c'était vraiment le conte de fées, que ce soit le niveau de performance ou le scénario avec le retour des Knicks en fin de match. Ça fait plaisir pour lui, on voit très clairement tout ce qu'il peut apporter à cette équipe, les espaces qu'il peut ouvrir pour les autres, la diversité offensive qu'il attend. Maintenant, on croise les doigts pour que ça dure, quoi. Ouais, meilleur début en termes de scoring sous le maillot des Boston Celtics. Il dépasse les 25 points de Dominique Wilkins inscrits en 1994. Effectivement, à croire il écoute le podcast et ce que toutes les critiques que je mets sur lui depuis ce temps-là. Non, mais je plaisante, mais bref. Les critiques, elles n'étaient pas sur son niveau intrinsèque, en fait. Non, les critiques, elles sont surtout sur sa capacité à faire une saison complète, quoi. Ouais. Et non, mais épatant. Je pense que effectivement, c'est exactement ce que Joe Mazzulla et le front office des Celtics avaient imaginé. Et ça s'est passé de façon, mais c'était un rêve les yeux ouverts, cette histoire. Je pense que s'il avait pu écrire le scénario, ça aurait pas été différent, quoi. Tout ça en plus dans l'antre des Knicks, Madison Square Garden, avec le public qui chante Fuck Porzingis. Si vous n'êtes pas anglophone, je vous laisse traduire de vous-même. C'était glorieux ce match pour Kristaps. Je pense qu'il était aux anges. Il y avait quelque chose de personnel en plus là-dedans. Oui. Donc effectivement, ça donne totalement raison au jeu de Joe Mazzulla, qui je pense a joué exactement le basket qu'il compte produire, ou qu'il rêve de produire pendant toute la saison. Après, j'ai quand même vu 2-3 trucs, alors, à part le match absolument génialissime de Jason Tatum aussi. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle. J'aimerais avoir ton avis sur un sujet en particulier le concernant. Mais voilà, les Celtics, plutôt adroits, plutôt bien en phase les uns les autres. J'ai aussi vu Jrue Holiday magnifique dans sa défense, capable de défendre par exemple en 1 contre 1 sur Julius Randle. Quand tu vois ça, tu te dis waouh. Ouais. C'est exactement pour ça que les Celtics font venir un mec comme Jrue Holiday, et tout le monde dit que c'est un coup de génie. C'est parce que Jrue Holiday, c'est un défenseur qui, je sais pas, il fait partie du gratin de NBA, quoi, clairement. C'est l'élite totale. Donc oui, franchement, ce match de Boston, incroyable. Et Jason Tatum, je me demande si c'est pas conclusion hâtive totale, hein, mon favori pour le titre de MVP. Sachant que cette saison, pour gagner le titre de MVP, il va falloir jouer un minimum de 65 matchs pour être éligible. Il y a 5 trophées, je crois, cette saison qui ont des conditions d'éligibilité avec des paliers à franchir pour pouvoir prétendre à remporter le trophée. Et franchement, Tatum, je me demande qui peut aller le chercher, à part peut-être Nikola Jokic,
qui à 28 ans est encore capable d'enchaîner plus de 70 matchs dans une saison. Mais autrement, si la santé va bien côté Tatum, j'ai l'impression qu'il peut nous prendre une saison très très violente, Jason Tatum. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, et pour moi, c'est effectivement également un de mes favoris pour le titre, avec évidemment d'autres, hein. Jokic, tu l'as dit. Bon, Doncic, moi j'avoue que je suis pas assez confiant sur la saison des Mavs. Ouais, c'est ça exactement. Je pense il va être tiré vers le bas par les performances de son équipe. Voilà, après il y a d'autres noms. Est-ce qu'un Shai Gilgeous-Alexander peut nous faire une saison calibre MVP? Je sais pas. En tout cas, effectivement, si je dois citer 2 ou 3 noms aujourd'hui pour les favoris de ce titre-là, Jason Tatum en fera certainement partie. Ouais. Ah ouais, je pense aussi, ouais, effectivement. Et franchement, comme tu l'as dit, faut voir comment l'équilibre entre Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis, comment tout ça s'articule sur le terrain dans la durée. Mais là, force est de constater que c'est impressionnant. En tout cas, il a vraiment fait une très belle reprise, à l'image de Kristaps, et on va voir comment ça va se passer. Et vraiment, en tout cas, il faut espérer que Porzingis physiquement tienne le coup, parce qu'on connaît le joueur, on connaît ses qualités, ses mains, son profil. Il peut ouvrir tellement de possibilités pour cette équipe. Et puis moi j'ai envie de le voir en playoff, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il faut quand même rappeler que Kristaps Porzingis, il a goûté au playoff que 2 fois dans sa carrière avec Dallas, à chaque fois pour des défaites au premier tour. Moi j'ai envie de le voir sur une campagne de playoff un peu plus longue et un peu plus convaincante. J'aimerais bien voir ça aussi. Très franchement, je souhaite aucun mal à Kristaps Porzingis. J'aimerais beaucoup qu'il ait la carrière qu'il, qu'il souhaite avoir. Et voilà, j'espère que ça va se concrétiser. Ouais. Mon deuxième sujet perso, et ça va être très, très, très personnel avec toi, on va parler d'Anthony Davis des Lakers. Beaucoup de discussions sur ce match d'ouverture face à Denver avant que le match se joue, hein, on est d'accord, en disant ouais, les Nuggets, ils ont beaucoup parlé, ils sont beaucoup moqués, il y a eu beaucoup de trash talking, LeBron et moi on a parlé, on a hâte de les jouer, on a hâte de remettre les pendules à l'heure, on a hâte de mettre tout le monde d'accord. Et puis il y a eu ce match d'ouverture, 17 points, 16 sur 11 au tir, à la mi-temps, et puis après, plus rien, quoi. 0 points, 0 sur 6. Anthony Davis qui disparaît totalement offensivement. T'ajoutes à ça la grosse limitation de minutes de LeBron James par Darvin Ham. Et ben, ça fait que les Lakers ont pas réussi à s'imposer dans cette rencontre. La disparition d'Anthony Davis dans cette deuxième mi-temps a propulsé un nombre incalculable de conversations aux États-Unis en disant, on était à la limite de certains de les entendre dire Anthony Davis est imposteur. Je n'irai pas jusque-là, bien évidemment, mais pour toute cette discussion qu'il y a eu, notamment initiée par LeBron James, qui disait je voudrais qu'aujourd'hui Anthony Davis à 30 ans soit l'option numéro 1 de ce club, soit le visage de la franchise et porte le club plus que moi sur le terrain. Charlie, je suis quand même désolé de le dire, mais même face aux Suns, le match gagné face aux Suns la nuit dernière, si LeBron n'est pas là, j'ai pas confiance en Anthony Davis pour prendre les choses en main, en fait. En fait, et je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'on est face, parce que c'est pas nouveau. Quand on suit la NBA et quand on suit Anthony Davis, on sait très bien que c'est pas nouveau. Ça date pas d'hier. On l'a pas découvert l'autre jour face à Denver. Exactement. C'est exactement ça. Anthony Davis, sa force première, c'est la défense. C'est là qu'il change les matchs. Et j'ai envie de dire offensivement, c'est toujours ça. Il est toujours sur courant alternatif offensivement. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué pour les Lakers de confier les clés de la maison à ce mec-là? Bah, de toute façon, tant que LeBron est là, LeBron peut faire autant de beaux discours sur Anthony Davis doit prendre la relève. Tant que LeBron est là, c'est LeBron qui va être le patron. On le sait très bien. Et le jour où LeBron sera plus là, bah, écoute, on verra à quoi ressemblera l'effectif. Mais c'est du classique en fait avec Anthony Davis. Effectivement, on le sait. Moi, c'est pour ça que les discussions sur est-ce que c'est un imposteur, mais c'est pas un imposteur. En fait, depuis toujours, on sait qu'il a cette capacité à disparaître. Oui, c'est clair qu'on attendait mieux. Moi, j'aimerais que sur une confrontation pareille, il soit capable de regarder Nikola Jokic dans les yeux, comme il l'a à peu près fait un peu en première mi-temps d'ailleurs. Mais bon,
ce que tu veux que je te dise, en fait, à 30 ans, je suis pas sûr qu'il change, Anthony Davis. C'est comme ça, on sait qu'il a ses moments. Ouais, sa deuxième mi-temps, il a eu beaucoup moins d'impact, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, il a eu du mal en défense dans le périmètre. Oui, c'est décevant. Maintenant, c'est un match face aux Nuggets. Enfin, oui, face au champion en titre, Voilà, face qui au a le meilleur joueur de personnel la pour ligue. défendre. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi où il souffre de la comparaison, en fait. Oui, Du bah bien sûr. contexte. Évidemment, non mais c'est ça, exactement. Il souffre tout à fait de cette comparaison-là. Les Nuggets, c'est une équipe qui joue extrêmement bien, qui visiblement, malgré les déclarations sur nous, on s'en fout. Bon, moi, il m'a semblé en regardant le match qu'ils avaient quand même à cœur de défendre, enfin de confirmer leur statut de champion en titre. Ouais, complètement. Cette rencontre, elle m'inquiète pas particulièrement parce que bah, Anthony Davis, je te dis, voilà, pour moi, il y a pas eu de surprise en fait devant ce match-là. Sans être surpris, je suis forcément un peu déçu parce que j'aurais aimé mieux. Mais bon, écoute, on va voir comment va évoluer la saison. C'est clair que, en tout cas, la qualité de sa saison va avoir une importance capitale pour les Lakers. LeBron, on le sait, il a 39 ans. Il faut absolument que Darvin Ham puisse le faire souffler. La nuit dernière contre Phoenix, bah, ça a été moyennement le cas. Voilà, il a joué 35 minutes, il me semble. Moi, j'aimerais bien te dire, non, Anthony Davis, il va faire une saison dominante. Il va être le Defensive Player of the Year. Tu vois, il a bien compris le message de LeBron, c'est lui le patron de cette équipe, mais dans les faits, c'est un vœu pieux en fait de dire ça. Oui, on peut dire il a pas le droit de disparaître comme ça. Ok, mais en réalité, on sait très bien que il a pas cette mentalité-là, Anthony Davis. Il a pas la mentalité d'un vrai franchise player. Il a pas la capacité de se faire violence. Et alors on peut se dire cette saison va être un vrai test là-dessus et de l'avenir à moyen terme des Lakers sans LeBron, donc dans les saisons suivantes. Cette saison-là, la saison 2023-2024, elle va être très importante parce que on va pouvoir en tirer des enseignements. Mais en réalité, on les connaît déjà en fait les enseignements. On sait déjà ce que ça va donner. Anthony Davis, il a pas cette mentalité-là. C'est un joueur qui, par bien des aspects, est exceptionnel. Je le maintiens. Défensivement, c'est un joueur qui peut changer énormément de choses. Mais il a pas cette franchise player mentality, cette Mamba mentality comme on aime tant en parler du côté de Los Angeles, quoi. Il l'a pas du tout. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les 2 premiers matchs des Lakers? Comment tu les as sentis? Est-ce que ça t'a... Alors, je dirais pas que j'ai été, à proprement parler, inquiet de ça. Enfin, je sais pas comment te dire ça. En fait, quand je regarde les Lakers jouer ce match d'entame face à Denver, déjà, on sent bien la volonté de limiter les minutes de LeBron James sur ce premier match, ce qui est pas forcément le cas dans le deuxième match face à Clairement pas, Phoenix, où clairement, Anthony Davis fait un excellent match, hein, d'ailleurs, mais c'est ce qu'on vient de dire. Courant alternatif. Des fois, c'est génial, et des fois, tu te dis, mais que fait-il où est-il et est-ce qu'il va réagir ou pas, quoi. Et finalement, t'as l'impression qu'il réagit jamais. Bref, ça m'a semblé, même si le recrutement des Lakers, on en a beaucoup parlé toi et moi, on a dit ouais c'est super, c'est bien, il y a vraiment de la variété, tout ça. Je suis désolé, mais j'ai encore quelques doutes sur la capacité de ce groupe à aller au bout. Austin Reeves, aussi génial soit-il, ça me semble un peu court. D'Angelo Russell, malgré toutes les promesses et toute la bonne volonté qu'il a démontrée pendant l'intersaison, j'ai l'impression, il a des limitations qui font que ça me semble compliqué, en fait, pour cette équipe de compter sur lui. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, cette équipe, collectivement, elle peut être vraiment intéressante à condition que le coaching staff fasse du bon boulot, en fait. Moi, ma question, elle va surtout être là, tu vois, sur la gestion des rotations, sur les systèmes. C'est surtout, en fait, moi, c'est surtout Darvin Ham dont j'attends qu'il me rassure dans les prochaines semaines. D'accord. Là, je trouve que c'est trop tôt encore pour tirer des conclusions. Tu vois, un joueur comme Taurean Prince, par exemple, passe d'un match où il met quasiment tout dedans à 3 points, un match où il est même pas servi à 3 points. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment encore trop tôt là-dessus, tu vois, pour juger de la cohérence collective de cette équipe. Mais
En tout cas, je suis infiniment plus confiant que l'année dernière à la même époque de l'année. Ça c'est clair. Ça c'est Tu clair. m'étonnes, vous avez commencé à 2 victoires, 10 défaites. Enfin, je veux dire, c'était miraculeux Oui, et puis avec un que les effectif. Lakers terminent en finale de conférence avec un départ aussi catastrophique. Voilà, non mais c'est ça. Et puis même l'effectif enfin, ça avait ni queue ni tête. Je trouve qu'il y a encore plein d'axes à explorer, plein de choses. Ouais. Tu vois, l'association Anthony Davis, Christian Wood. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai hâte de voir comment ça va se décanter. Maintenant, c'est évident que l'intersaison remarquable de Rob Pelinka, j'aurais été plus rassuré avec un coach plus référencé à la tête de cette équipe. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait, ouais. Mais t'as tout à fait raison. Je pense que les Lakers, faut être patient avec eux. Faut Ah oui, voir il comment faut. ils arrivent à articuler tout ce beau monde. Et il y a moyen que ça se passe bien. Ah, franchement, il y a du Je- matos. Ouais. mais très sincèrement, je pense que c'est pas la première fois. Ce serait mentir que de dire ça. Mais je trouve que on n'a jamais autant touché du doigt, effleuré du doigt, voilà, attention au choix des mots, on n'a jamais autant effleuré du doigt la mortalité de LeBron James. Bah, il serait temps quand même, hein. Il a 39 ans. Enfin, tu vois, Mais c'est normal en fait. c'est complètement fou qu'il en soit, enfin, voilà. Mais son importance dans les résultats collectifs de ce club à son âge, avec le minute qu'on lui. J'ai peur qu'on retombe très vite dans les mêmes travers qu'avant, c'est-à-dire que toi et moi, on se regarde dans 2 mois et qu'on se dise putain, LeBron, il joue beaucoup trop de minutes par rapport à ce qu'il devrait en saison régulière. Oui, mais ça va aussi être le boulot de Darvin Ham, tu vois. C'est en fait, qu'est-ce Ouais, que tu veux aujourd'hui si t'es fan des Lakers? Est-ce que tu veux que LeBron James il joue minimum 35 minutes par match, mais que les Lakers soient sur le podium à l'Ouest? Ou alors est-ce qu'on se c'est dit ça, ouais. 29-30 minutes, ça va, mais les Lakers finissent cinquième ou sixième à l'Ouest, tu vois? Elle est Tout à aussi là fait. en fait la question. C'est une question de choix. Et bah c'est évident que moi ce que je veux et ce qui est absolument capital pour la saison de cette équipe, c'est que LeBron il arrive en playoff en forme. C'est extrêmement banal de dire ça, mais c'est un enjeu qui est absolument colossal en fait. Oui, complètement. Et tu sens bien, d'ailleurs, dans le match face à Phoenix, que Darvin Ham et le coaching staff avaient clairement, enfin, je pense que tout le monde, hein, dans cette équipe, avait clairement décidé, on ne va pas commencer la saison avec un 0-2, quoi. Oui, oui, oui. Avec 0 victoire, 2 défaites. C'est Oui, pas bah possible, en fait. surtout, enfin, Ger Phoenix, tu vois, il manquait du monde quand même. Bon, on va en parler de Ça aurait Phoenix, été tiens. problématique, quoi. Ça aurait été Ouais. problématique. On va en parler de Phoenix parce que c'était ton deuxième choix, c'était Devin Booker. Tu voulais parler de Devin Booker, qui n'a joué donc qu'un match finalement et qui s'est blessé au pied et qui ne devrait revenir que la semaine prochaine, potentiellement mardi prochain, voire un peu après, et que Bradley Beal n'a pas commencé la saison parce qu'il a un problème au bas du dos. Et voilà. Et ça commence bizarrement cette saison à Phoenix. Je suis désolé, mais Oui, ça commence bizarrement. Après, cette équipe, on sait bien que c'est pas la saison régulière, c'est pas l'objectif. Hein. L'idée, c'est non, non, surtout non. que les Mais trois bon. arrivent en forme en playoff. Ouais, moi, je voulais Mais parler de Devin là, Booker. là, c'est la même question. Pardon, vas-y. Après, je te parlerai je te ferai le comparaison avec ce qu'on vient de dire sur les Lakers. Vas-y. Ok, bah écoute, en gros, juste, je voulais revenir un peu parce que cet été, on avait notamment évoqué un article de The Athletic, il me semble, de Shams Charania, qui avait expliqué qu'en fait, du côté de Phoenix, on voulait faire démarrer Bradley Beal en tant que meneur de jeu. Mhm. Et on s'en étonnait un petit peu parce que on sait très bien ce que Booker est capable de faire à ce poste-là. Il l'a déjà fait et c'est vrai que sur ce premier match, il a été assez remarquable. 32 points, 6 rebonds, 8 passes. Alors oui, il y a 6 ballons perdus, mais c'est normal. Il faut aussi qu'il s'adapte. L'effectif a bougé, son rôle est différent. Mais en tout cas, sur ce match, il a vraiment montré que le patron de l'équipe, c'est lui et absolument personne d'autre. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir son évolution dans ce match-là. On a vu qu'il s'adaptait petit à petit à la défense que les Warriors mettaient en place face à lui. Ceux qui pensaient encore que ce n'était qu'un scoreur, bah, il a bien démontré ses qualités de passeur, sa capacité à ne pas s'obstiner quand il était bien défendu. Et ça, c'est aussi la preuve de l'évolution de ce mec-là. Parce que pour ceux qui se rappellent de ses premières saisons NBA, Devin Booker, c'était vraiment le genre de mec qui était capable de prendre un shoot même avec 5 défenseurs sur le dos. Bon voilà, je trouve que là, sa fin de match, elle est assez propre en termes de lecture de jeu. Son pick and roll avec Nurkic fonctionne très bien, déjà, on l'a vu. C'est le point de départ de toutes ses passes décisives dans la dernière minute du match. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce qui va en être quand l'effectif sera au complet, quand Bradley Beal sera revenu. On peut éventuellement penser qu'ils se répartiront les responsabilités à la création, mais pour moi c'est clair que Devin Booker a tout pour être un meneur de jeu de très haut niveau dans cette NBA. Oui, c'est sûr. Euh,
Alors, il l'a dit lui-même, hein, il a terminé le match sur les rotules aussi Ouais. parce que justement son gros orteil gauche qui le tient, qui est blessé là, c'est là sur son point de blessure, qui le tient hors des parquets, le faisait souffrir, donc il n'a pas pu travailler, il n'a pas pu faire le foncier, le cardio, il n'a pas pu faire ça comme il fallait, donc il était plutôt crevé, et donc ça va pas s'améliorer tout de suite cette histoire. Ça met du temps hein, avant de pouvoir supporter un match de haute intensité comme les matchs NBA. Euh, je me demande, en fait, je me pose la question, quand tu as soulevé le cas Devin Booker, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comme tu dis, on en a parlé toi et moi, logiquement ça devait être Bradley Beal, là tout d'un coup c'est Devin Booker qui a déjà été meneur dans sa carrière. On a aussi beaucoup parlé, je crois que c'est Frank Vogel qui a parlé de l'influence de Chris Paul, que Chris Paul a eu Oui. dans la lecture du jeu de Devin Booker, comme, en disant voilà, tu peux pas jouer à côté de l'excellence comme Chris Paul et ne pas retenir des choses, ne pas apprendre des choses. Et, et voilà, et effectivement, moi j'ai totalement confiance dans le fait que Devin Booker soit capable de tenir la balle du côté des Suns. Maintenant, ce côté non conventionnel de la main du côté de Phoenix, que ce soit Devin Booker ou Bradley Beal, j'estime quand même qu'il y a un moment, va falloir quand même cadrer un minimum les choses et pas pourquoi, je sais pas pourquoi je dis ça exactement, mais je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais je trouve que ça peut, dans les moments de playoff notamment, où il va falloir avoir quelqu'un de sûr, avec les mains sûres, les décisions sûres, être capable de mettre en place les schémas tactiques offensifs de l'équipe. Je ne pense pas que le à toi, à moi, un peu brouillon, soit tenable, en fait. Je suis complètement d'accord. Alors je dis pas que et bien évidemment que c'est pas ça qu'ils veulent mettre en place. On parle de joueurs NBA, ils sont pas en dilettante, ils sont pas dans l'approximation, bien évidemment. Mais j'ai hâte de voir comment concrètement ça va se concrétiser sur le terrain. Et je trouve que c'est un des axes un des axes de travail les plus importants du côté de Phoenix. Oui, c'est clair. Et l'article de The Athletic de cet été que je citais, effectivement, quand tu lis, enfin, t'as l'impression que le basket c'est super simple en fait. Tu vois, l'article liste les ball handlers qu'il y a dans cette équipe et dit oh bah y a aucun problème parce que tu comprends Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, Eric Gordon, Goodwin, ils peuvent tous porter le ballon. Et, bah oui, mais en fait c'est pas aussi simple. Il faut quand même que les responsabilités elles soient clairement établies. Il faut que les schémas de jeu ils soient clairs pour que tout le monde s'y retrouve. Oui, cette équipe elle a un potentiel offensif hallucinant, mais il faut quand même qu'il y ait un chef d'orchestre. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu parles du principe que tout le monde peut remonter la balle. Il y a une grande différence entre être capable de remonter la balle et de mener, d'être au poste de meneur de jeu. Dans les années 90, les Bulls, par exemple, qui est une équipe que j'ai énormément suivie, Michael Jordan pouvait remonter la balle, Scottie Pippen remontait souvent la balle, mais un des mecs qui était le plus utilisé pour manier le ballon, c'était Ron Harper, qui était clairement identifié par Phil Jackson comme le gars qui allait souvent avoir la responsabilité de poser les schémas de l'autre côté du terrain. Oui, et puis Enfin, il faut... du côté offensif. Parce que c'est épuisant, d'une part, de remonter tout le temps le ballon et d'organiser les choses. J'ai envie de dire, c'est un boulot à plein temps, quoi. Et c'est Mais pas un truc que tu fais par-dessus la jambe comme ça en disant, ah, c'est bon, on peut tous le faire, on va faire ça au fur et à mesure, on verra bien, quoi. Bah, Mais c'est ouais, surtout oui et non, quoi. c'est surtout qu'il faut aussi préparer ce qui va se passer en play-off. Et on sait très bien qu'en play-off, le jeu va changer, Tout tout à va fait. se ralentir, les espaces vont diminuer. Alors ok, peut-être qu'en saison régulière, tu peux jouer sur ce mode-là en te disant, de toute façon, ça cavale, on a 4 ball handlers dans le 5, il y a aucun souci, ils vont s'en sortir. Oui, d'accord. Mais si tu fais ça toute la saison, en play-off, la désillusion risque d'être violente. Parce que c'est un jeu qui est très très différent. J'en parlais l'autre fois avec mon frangin qui est fan de NBA et il m'a pointé du doigt un truc qui était très intéressant. Le fait que dans tous les trios de superstars qu'on a vus en NBA ces dernières années, il y en a toujours un qui doit faire des sacrifices. Ah, Et c'est quand clair. je parle de sacrifice, c'est pas un peu de sacrifice. C'est pas, ah tiens, au lieu de prendre 24 shoots par match, je vais en prendre 17. Non, 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 non. Que ce soit le hit Chris Bosh avec le hit de Miami, Kevin Love avec les Cavaliers de Cleveland. Toutes ces équipes-là, il y a toujours quelqu'un qui a dû, à un moment ou à un autre, faire des vrais sacrifices sur le terrain. Donc,
il y a un moment, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler à Phoenix. Ça va être ça l'histoire, Ouais, et puis pour moi, qui du va côté faire de les Phoenix, quoi. sacrifices, quoi. Voilà, qui va se retrouver à prendre vraiment à devoir encaisser le gros du sacrifice. Voilà, la plus grosse part, on va dire. Bah, en théorie, Et ça devrait être Bradley Beal, si tu veux, en termes de statut, d'historique, etc., etc. Mais est-ce que ça va se passer comme probablement, ça? est-ce que ça va se passer comme ça? On n'en sait rien. Et tout à l'heure, on parlait de LeBron James aux Lakers. Kevin Durant, quand je le vois tout seul batailler face aux Lakers, avec cette équipe de Phoenix, et que Bradley Beal et Devin Booker sont... il n'y a rien de gravissime pour l'instant, manifestement, bien que ne faudrait pas que la blessure au dos de Bradley Beal s'étende trop longtemps, parce que les blessures au dos, c'est toujours... C'est c'est toujours, ja- ouais, c'est problématique, ouais. c'est toujours une chienlit. Ça peut être un truc que tu vas traîner toute la saison, quoi. Euh, mais je me suis dit, mais c'est pas possible que Kevin Durant, après les Nets, se retrouve encore comme le seul mec disponible pour porter l'histoire, quoi. Je trouve ça fascinant quelque part. Oui, mais après, l'avantage de cette équipe qui a un potentiel offensif absolument hors norme, c'est aussi ça, c'est que Bradley Beal, il y a aucune urgence en fait. Bradley Beal, il peut prendre son temps pour régler son souci de dos, y a pas de problème. Et si Bradley Beal, il loupe 2 mois là, bah, à son retour, son équipe, elle sera pas dans les bas-fonds, tu vois, pas du tout même. Donc, ils ont cette chance-là et il faut absolument qu'ils en profitent parce qu'effectivement, bah, on a envie de l'avoir au complet en fait cette équipe, qu'on soit fan de ce trio ou pas, qu'on soit amateur de super équipe, enfin de super team ou pas, c'est pas la question. On veut voir ce trio-là fonctionner à plein régime et voir ce que ça donne. J'ai pas cité les Warriors exprès. Qu'est-ce que tu dirais du côté des Warriors? Quel joueur pour toi a fait le plus gros sacrifice dans cette histoire? On pourrait presque dire qu'ils étaient quatre superstars si on compte Draymond Green et Klay Thompson dans l'histoire, mais Tu parles de l'époque avec Kevin Durant? ouais, Oh bah c'est Steph Curry, je pense. je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça, enfin, je veux dire, ça me C'est semble. exactement ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, ça s'est très bien retranscrit dans les débats. Hein. Tout Pendant à toute fait. cette période-là, on a eu ces débats récurrents de c'est qui le patron, enfin, qui est le patron de cette équipe, ah bah c'est Kevin Durant parce que tu comprends, statistiques, machin et tout. Mais bah non, c'est Steph Curry en fait. Et d'ailleurs, on a bien vu après le départ de KD quand il a été, enfin voilà, Steph Curry a conduit encore son équipe au titre. Ouais, Ça pour moi montre, c'est clair. ouais, ça montre quand même les qualités de leader de ce gars, quoi. Ah bah évidemment. Ouais. Enfin, je veux dire, ce joueur, Et puis son intelligence collective, oui, non mais Steph Curry de ça me toute fait pas parce façon. qu'il y a plein de gens qui ne le supportent pas, Stephen Curry, soit qui n'aiment pas son style, soit qui, son style de jeu, sa personnalité, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais Oui, et puis qu'ils le tiennent coupable de l'évolution du jeu NBA, etc., oui, etc. Comme si c'était voilà, lui, ouais. si tu veux, qui avait. Non mais Mais, mais quel leader incroyable dans un vestiaire et voilà, et le sens de, bah, j'ai envie d'obtenir des résultats collectivement avec mon équipe et je vais faire en sorte que ça fonctionne, quoi. oui, Sans oui, non mais ça fonctionne pas, en fait. ah non mais de toute façon, on évoque de temps en temps la NBA après LeBron en disant quand LeBron sera plus là, mais ça sera vraiment très violent et on se rendra compte d'à quel point. Mais c'est exactement la même chose avec Steph Curry. Hein. Steph Curry, c'est un joueur générationnel et le jour où il sera plus sur les parquets NBA, mais ça sera extrêmement triste. Ouais, on va perdre une vraie source de joie et de Tout à bonheur. fait. Je suis tout à fait d'accord. On va parler désormais de mon dernier choix à moi, Damian Lillard, qui nous a offert une performance de rêve euh, en tant que fan. Et alors, les fans des Bucks, je pense qu'ils étaient en train de faire des backflips sur leur siège ou dans leur canapé. Ouais, Euh, c'est tout ce qu'ils attendaient, quoi. exactement. Je pense que tu pouvais écrire un scénario. Tu Ouais, c'est pouvais ça. écrire un scénario, c'était exactement ça. Voilà. Ouais, je vois bien une fin de match. Voilà. C'est exactement ça. C'est comme Kristaps, en fait. Genre, C'est ce ça, serait cool exactement. ce serait cool qu'il y ait Exactement. un beau Dame Time pour son premier match. T'inquiète. T'inquiète. Ce qui m'a fait encore plus rire, c'est que début quatrième carton, enfin moitié du quatrième carton, je vois Giannis Antetokounmpo qui commence à prendre des shoots à mi-distance, à faire ses petites tentatives à 3 points là où il nous fait 2 3 tentatives par match. Et c'est souvent une catastrophe Ouais, absolue. c'est Et tu vois bien tous saoulant. les défenseurs qui sont là en train de s'essuyer le front en se disant ok, cool, vas-y, mais continue à faire ça, quoi. Et il y a un moment, Adrian Griffin pose un temps mort, retour de temps mort, et là, la balle est dans les mains de Damien Lillard. Et tu vois bien que ça a été décidé, quoi. Tu vois bien qu'ils ont dit à Giannis. Genre, je sais pas comment. J'aimerais beaucoup avoir une transcription de cette conversation qu'il y a eu sur le banc à ce moment-là. Mais je pense qu'ils ont dit à Giannis, bon, allez, Giannis, on va essayer avec Damien un peu.
Le mec marque 14 des 16 derniers points de l'équipe, dont un 3 points dans la tête de Kelly Oubre Jr., mais Damian Lillard dans ses œuvres, quoi, Ouais, exactement. dans ses travaux. C'est le meilleur début sous le maillot des Bucks de Milwaukee, avec ses 39 points au total inscrits. Historiquement, avant, c'était 34 points Terry Cummings en 1984. Et puis voilà, et puis bah, c'était marrant de voir après tout le monde fanfaronner, dont Giannis Antetokounmpo qui était là, dime time, dime time. Euh, c'est drôle, ça m'a fait plaisir. Le match n'était pas aussi facile, enfin, il était plutôt compliqué, même s'ils ont eu 19 points d'avance à un moment. C'était loin d'être évident. Ça aussi, c'était attendu, hein, encore une fois, comme pour les débuts du Victor Wembanyama et d'autres trucs qui se sont passés dans cette première soirée. Enfin, dans ces premières soirées, c'était plutôt attendu. Mais elle est sympa, cette équipe. Elle est très sympa, cette équipe des Bucks. Bah oui, oui, oui. Oui, et effectivement, bah, déjà, il faut quand même rappeler qu'effectivement, c'était la première pour les deux coachs aussi. Enfin, il y a plein de choses. Ce match-là, Et c'était le coach, l'ancien coach enfin le coach et voilà. son ancien assistant. Ce qui est quand même pas banal. Non, c'est pas banal, mais c'est vrai que du coup, d'un point de vue collectif, c'est difficile de tirer des enseignements définitifs de ce match-là. Oui. Mais oui, la première sortie de Lillard, elle est géniale. Enfin, en fait, outre le scénario, il a montré exactement ce qu'il peut apporter à cette équipe-là. Combien de fois ces dernières années on a parlé des difficultés offensives des Bucks, notamment dans les fins de match. Et on le sait très bien, Lillard, c'est un des joueurs les plus clutch de la ligue. C'est l'illustration, on l'a eu immédiatement. Et puis c'est cool parce qu'on l'a senti vraiment bien intégré au collectif. Les jeux d'écran ont été efficaces. Il va apporter énormément. Personne n'en doutait, mais ça fait quand même plaisir de voir que c'est aussi convaincant aussi vite. Et ouais, voilà. Pour cette équipe-là, pour Giannis notamment, pour Giannis, avoir un joueur comme lui avec sa capacité de scorer, à prendre les choses en main, sa fiabilité au lancer franc, bah c'est vraiment du bonheur. Et tu m'étonnes que la pilule du départ de Jrue Holiday, elle soit passée aussi bien, parce que bah, ça change tout en fait pour Milwaukee C'est d'avoir un mec ouais, pareil. Mais tout, tout, tout. exactement ce dont ils ont besoin en fait. Ah ouais. C'est un créateur extraordinaire, Damien Lillard. Oui, Non seulement c'est un closer, c'est-à-dire que le mec peut plier un match à lui tout seul et on le sait tous, mais il continue de faire jouer les autres. Enfin, c'est d'une fluidité son intégration, exactement, c'est mais, ça, c'est par, mais, super mais fluide. parce que son profil le permet. Il a un profil qui est tel que c'est extrêmement simple de l'intégrer. Enfin, ça paraît tout du moins assez simple de l'intégrer dans un collectif. Ça ne l'est pas, hein, je pense pas que ça le soit de toute façon, Non, mais à ce niveau de compétition. c'est aussi en raison de la personnalité de Giannis Antetokounmpo, parce que on l'a Oui, vu, t'as parlé de cette fin de match où il a aucune hésitation, il prend tout à fait les choses en main, mais ça change rien, cette équipe, c'est celle d'Antetokounmpo, on le sait très bien. Mais n'empêche que Lillard a carte blanche pour prendre les choses en main dans le Money Time, et d'ailleurs, ça a été confirmé en interview après le match, et c'est tellement logique, si tu fais venir ce mec-là, c'est pas pour le foutre dans un corner et lui donner quelques shoots. Tu dois absolument ou lui pour regarder donner... Giannis Ouais, voilà. balancer des parpaings à 3 points. Ah ouais, mais quel enfer ça, vraiment, il Mais, faut arrêter avec ça. bah, il arrêtera pas, hein, manifestement, c'est son kiff. Hein, mais bon. Non, mais bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Giannis Antetokounmpo n'a jamais eu un mec aussi fort offensivement à ses côtés, et franchement, ça donne tellement envie de voir la suite, jusqu'où cette équipe portée par ce duo-là peut aller. On a évoqué les duos la semaine dernière, et on salivait à l'idée de voir ce que Lillard, Giannis Antetokounmpo, ça allait donner. Bah, franchement, je pense que ce premier match-là donne envie vraiment, vraiment, vraiment de voir la suite, quoi. Ouais, complètement. Et puis, un mot quand même sur Philadelphie, qui a renvoyé James Harden à la maison alors il s'était déclaré disposé à venir jouer. Et ils ont dit, bah non, en fait, tu vas aller te préparer et assurer que tu es en condition pour débuter la saison. Bah oui, Donc un on en joueur a pas sans aucun rythme, enfin on en a voilà. oui, je pense peut-être qu'ils voulaient encore aller venir savonner la planche. Ça aurait pu être du grand n'importe quoi, la performance de James Harden. En tout cas, Oui, moi, c'est c'est ce que ça. je redouterais si je faisais partie du staff des Sixers, c'est de voir ce joueur-là faire ce qu'il a fait à Houston et aux Nets, Exactement. c'est-à-dire donner une moitié d'effort et faire n'importe quoi, quoi. Oui, et puis quand tu vois le match que fait Tyrese Maxey, ça aurait quand même été très dommage de se priver de ça, tu vois. Ouais. Et un autre truc qui m'a quand même pas mal, enfin, pas chagriné, non, c'est pas le mot. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme adjectif, comme qualificatif ça m'a.
je me suis posé quand même beaucoup de questions sur le match de Joel Embiid. Encore une fois, son début de match, il est correct et tout ça, il n'y a pas de problème. Et il y a un moment dans le troisième quart-temps, voilà, tout le monde va lui tomber dessus, là, comme pour Anthony Davis après son premier match. J'espère qu'il va réagir derrière, mais et je pense et je le crois, et c'est le MVP en titre, donc bien évidemment qu'il va réagir, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Mais face à Milwaukee, dans ce contexte-là où son équipe était en train de revenir dans le sillage de Tyrese Maxey, d'un Kelly Oubre Jr. Des grands soirs, le mec il vient de faire un des meilleurs matchs de sa carrière bientôt, 29 points, 27 points je crois en sortie de banc. Ouais. Euh, et là t'as Joel Embiid qui perd des ballons, qui manque d'efficacité au tir, qui manque un manque cruel de variété dans son jeu offensif. Et, en fait, je trouve ça très frustrant de le voir opérer au poste parce que il s'est pas obligé contraindre une défense à réagir à sa présence. Alors, d'une certaine façon, il le fait, mais pas de façon. Il pourrait faire beaucoup plus de dommages que ce qu'il ne fait, je trouve. Et son jeu est majoritairement face au panier, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de tirs, des tirs à 3 points, des tirs à mi-distance. Mais après, pour créer du jeu pour ses coéquipiers, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la lecture du jeu, dans son sens de la passe et dans la qualité des passes qu'il est capable de faire. Et souvent, ces passes, ça finit dans les gradins, ça finit dans les mains des adversaires, ça termine à personne, et puis c'est une contre-attaque. Et puis voilà, les Bucks en contre-attaque avec Giannis Antetokounmpo, c'est tout de suite, c'est impossible violent, en fait. Et oui, il finit le Et match avec 7 ballons perdus. ouais, non, mais c'est très très bizarre. Alors, j'ai senti je sais pas, peut-être que je surréagis ou que je surinterprète, je sais pas, les deux. Mais j'ai senti un certain agacement de sa part parfois. Pour moi, c'est aujourd'hui assez évident qu'il a besoin d'un créateur de jeu, d'un playmaker, d'un créateur élite à ses côtés. Et James Harden, il n'est pas là. Donc là, c'est Tyrese Maxey qui fait un excellent boulot. Mais je sais pas. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le bon sens à Philadelphie, j'ai l'impression. Ouais, En tout cas, après, je suis pas serein, quoi, hein, clairement. en fait, je pense qu'il faut quand même un peu plus de temps. Je trouve qu'il a été assez lucide après le match où il a en gros dit que c'était sa responsabilité, qu'il avait été passif. Il a donné quelques axes d'explication qui sont pas bêtes. Déjà, effectivement, il est en manque de rythme, ça c'est une évidence. Je crois qu'il a fait qu'un ou deux matchs de pré-saison. Non, c'est ça, il en a fait qu'un. Il y a des nouveaux systèmes. Il y a Oui. bon, tu vois. Est-ce que c'est pas la même chanson un peu tout le temps quand même? Peut-être un peu. En Je fait, suis la peur, vraie peut-être. question avec Joel Embiid, c'est la même chose qu'avec Anthony Davis. Est-ce que ces mecs-là, ils sont capables de se faire violence, de vraiment faire évoluer leur jeu? C'est un peu ça la question. On va voir. On va voir. Mais effectivement, c'était décevant comme reprise. Après, c'est Embiid, il a un petit côté diesel aussi. On Oui, va c'est lui laisser plus de sûr. temps, mais c'est sûr qu'on attendait plus de sa part. Tu C'est sais, des évident. fois, il va chercher des fautes, il va au contact dans la raquette, mais c'est trop, je sais pas, pour moi, c'est des fautes qui seront jamais sifflées en playoff. C'est, je, et puis là, c'est pareil, ça a pas tout le temps été sifflé, et tu voyais bien qu'il était agacé, qu'il avait l'impression que les arbitres ne sifflaient pas les contacts. Et sur Non, deux, mais trois trucs, il avait pas tort, mais je suis pas super convaincu de tout ça, quoi. moi non plus, mais par contre, je pense vraiment qu'il était en manque de rythme. Je pense vraiment qu'il était en Oui, manque de rythme. Et d'ailleurs, il y a oui, des phases où vraiment on c'est voit vrai. qu'il cherche un peu son souffle, etc., etc. Bon, il faut laisser un peu plus de temps à cette équipe et D'habitude, forcément à Joel Embiid. d'habitude, il attend le second tour des playoffs pour jouer comme ça. Oh là là, c'est dégueulasse. Mais elle était facile. Un mot pour terminer sur cette histoire de Bucks, sur l'extension de Giannis Antetokounmpo, 3 ans, 186 millions de dollars. Il va jouer là-bas au moins jusqu'à la saison 2026-2027. Bonne opération des Bucks. C'est la venue Rien- de Damian Lillard est une réussite sur toute la ligne en fait. Voilà, exactement. J'allais dire rien que ça, en fait, fait du trade pour Lillard une réussite. Voilà, Non, titre ou pas évidemment. titre. Ouais, c'est une super nouvelle pour la franchise. Ça va leur permettre de se projeter un peu pour la suite. C'est très très bien. Ça, c'est une. Je pense que les patrons de la franchise vont mieux dormir là.
Et c'est exactement ça. Tu gagnes en sérénité, en fait. Bah oui, bien sûr. Et c'est la clé pour une équipe qui vise le titre, d'avoir de la sérénité, c'est une évidence. Mm. De pas avoir le couteau sous la gorge. Ouais. On va terminer avec ton dernier sujet à toi. Tu as pris un sujet que je n'ai pas osé prendre de toute la reprise. Vas-y, je te laisse gérer cette introduction, Charlie. Bah écoute, Zion Williamson, on va pas se mentir, bon alors déjà le match des Pels c'était pas le meilleur match de la soirée, hein, pour ceux qui l'ont vu, le match contre les Grizzlies était pas fascinant, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir petit à petit Zion Williamson monter en puissance et monter en régime dans cette rencontre. Dans le dernier quart-temps, il a quand même été très important physiquement. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. J'imagine que beaucoup ont vu les highlights et notamment le dunk sur Jaren Jackson Jr. en fin de première mi-temps. Mais je trouve qu'il y a eu d'autres signes plutôt encourageants, sa présence au rebond offensif notamment. Faut quand même pas oublier qu'il n'avait pas joué un match de NBA depuis c'est janvier dernier, je crois. Depuis le 2 janvier, mec. Ouais, voilà, c'est ça, c'est janvier dernier. Depuis le 2 janvier. Tu te Mais rends compte? bah ouais, mais enfin. N'importe quoi. Ça fait presque 1 an, quoi. Oui, et même dans l'absolu, avant ça, ces 2 dernières saisons, il a dû jouer quoi? 30 matchs, un truc comme ça, sur les 2 saisons Je sais cumulées, pas, 30-35 je vais te matchs. dire que j'ai tout de suite arrêté de compter, hein, c'est bon. Bah, et pourtant, le chiffre est petit, ça doit être facile à compter. Mais... Non, mais c'est pas une question c'est pas une question de pas pouvoir compter sur mes mains, c'est juste que ça ne m'intéresse plus, en fait. Ouais, En fait, j'arrive mais plus bon. à me sentir concerné. Tu vois ce que... Écoute, en tout cas, il montre quand même, en fait, à chaque fois qu'il est sur le parquet, ce mec-là, il montre quand même que si son physique le laisse tranquille, s'il bosse, s'il fait ce qu'il faut pour être en Mhm. mesure d'enchaîner les matchs, ça peut être un joueur vraiment extrêmement intéressant en Mais NBA. complètement. Donc, la question, c'est toujours la même. Combien de temps est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il va enfin pouvoir entamer un cycle sans blessure? Bon, je sais pas. Moi, cet été, comme quasiment, bon, je vais pas dire que c'est tous les étés pareil, mais c'est vrai que cet été, on a eu droit à la litanie habituelle de, il a énormément bossé à la salle de muscu, il a jamais été aussi près. On sait aussi que la franchise a fait des changements cet été dans le secteur de la préparation physique, mais ça Oui. suffira pas si lui ne joue pas le jeu, s'il comprend pas les exigences physiques propres à la NBA. Donc écoute, moi je trouve que c'est encourageant parce que c'est quand même, on l'a dit, son match de reprise depuis un long moment, il a pas du tout le rythme de la compétition, donc j'ai envie de le voir monter en puissance, et encore une fois, pour ça, il faut évidemment qu'il soit en mesure d'enchaîner les matchs. Il a signé un très gros contrat à l'été 2022. Il faut absolument qu'il l'assume, que ça soit sur le parquet ou en dehors, en changeant ses habitudes alimentaires notamment, parce que, enfin, moi, j'ai plus envie qu'on nous dise, ah ouais, le frigo de Zion Williamson, il est rempli de soda, tu vois, ça c'est plus possible. Il y a des mecs dans son équipe qui peuvent le guider sur cette voie-là, à commencer par un mec comme McCollum, et qui d'ailleurs s'est exprimé sur cette situation cet été, en parlant d'un sentiment d'urgence concernant Zion Williamson et les Pels en général. Bon, est-ce que vraiment il a mûri? Est-ce que vraiment son approche du jeu est différente? On croise les doigts, enfin en tout cas je croise les doigts pour que ça soit vrai et que ça tienne sur la durée, parce que cette équipe, elle a absolument besoin de lui. Complètement. Et comme tu l'as dit, on voyait bien en début de rencontre qu'il n'était pas dans la meilleure condition, ce qui est tout Ah, à fait c'est normal. normal. Pour une reprise, deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus convaincant. Je crois qu'il a marqué 12 points consécutifs dans le quatrième quart-temps, un truc comme ça. Et là, tu te dis, waouh. Il nous a sorti deux, trois paniers, dont un dunk sur Jaren Jackson Jr. qui était... Magnifique. Ouais, enfin voilà, mais clairement... En fait, ce joueur, si jamais tout rentre dans l'ordre, c'est un phénomène incontournable du basket, quoi. Absolument. C'est quelqu'un physiquement pour moi, c'est moi, ça ne tient qu'à moi de dire ça, hein, mais presque aussi impressionnant que Wembanyama, tu vois. Ouais, bah j'allais le dire. En fait, ils sont pas comparables dans leur profil physique. Par contre, dans le côté atypique, C'est des phénomènes, ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est des frics, quoi. C'est vraiment Ouais, ça. ouais. C'est complètement des phénomènes. Ce sont des phénomènes physiques qui sont rarement vus en NBA et qui leur permettent de faire des choses qu'aucun autre joueur quasiment tu l'as vu quoi. Comme Shaquille O'Neal à l'époque, voilà, un pivot de 2,15 m, 145 kilos et qui bouge comme une ballerine sur le terrain quoi. Mhm. Qui est capable de mener une contre-attaque, de sauter, de se mouvoir. Tu te dis mais c'est le rapport poids-puissance c'est complètement Hallucinant. ouais, ça te perce le cerveau quoi. Tu Ouais, te dis ouais. mais ça devrait pas être possible de faire ça. Et si, il peut le faire.
Donc ouais, je sais pas trop. Et pareil, tu vois, j'ai trouvé ça, enfin, c'est pas ironique, mais le fait que les Pelicans ouvrent contre les Grizzlies, qui, voilà, il est entré dans la ligue, et c'est son pote d'ailleurs, Ja Morant. Ils sont entrés tous les deux en même temps dans la ligue. Lui, premier choix, Ja Morant, deuxième choix, c'était ça? Oui. Attends. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils sont un et deux. Ouais. Tu vas regarder pendant que je dis ça, mais ça, ouais, je sais pas, je trouve ça. Oui, c'est bien ça. Je me dis c'est un peu, enfin, tout ça est venu un peu gâcher la fête. Ces deux joueurs-là sont tellement incroyables. Et il y en a un qui est suspendu pendant 25 matchs parce qu'il a un comportement très bizarre. D'ailleurs, il y a une enquête qui est sortie là sur ESPN, Baxter Holmes, notamment, et je sais plus qui ont écrit cette enquête incroyable sur comment, enfin, de l'arrivée de Ja Morant en NBA à sa suspension. Et ouais, c'est trop, c'est très étrange ce récit. Et que ce soit Zion et lui, ben, tu te dis, bon, ces deux joueurs-là, on aurait dû être là en ouverture de cette saison NBA en train de se dire, ouah, incroyable, Zion contre Ja Morant. Oh, les deux devraient être à la lutte on a parlé par exemple des candidats pour le titre de MVP. Ces deux mecs-là, si tout s'était bien passé, devraient aujourd'hui être dans cette discussion. En tout cas, ils devraient avoir dans les mains le témoin. Ça devrait être les premiers. Ils devraient être en première ligne pour le passage de témoins des LeBron, KD et Stephen Curry, quoi. Ah, Et mais bien c'est sûr. pas du tout le cas. Ah, mais c'est ça. Non, mais C'est archi pas le cas, quoi. pour ceux qui ont soit pas connu, soit pas suivi cette période-là, la draft de Zion Williamson, il faut la revoir pour mesurer à quel point les attentes étaient hallucinantes, mais vraiment hallucinantes. On en parlait comme d'un phénomène générationnel, comme d'un mec qui allait révolutionner le jeu. Enfin, c'était. Il a les armes pour le faire. Oui. Et le peu qu'on a vu, on sent bien qu'il a de quoi. Il a le talent pour y parvenir. Et en plus, il nous avait bien vendu du rêve sur cette draft, hein, parce que quand tu l'écoutais parler, etc., tu te disais, ouais, il est hyper mature, il sait exactement ce qu'il faut faire, il a compris et tout. On s'est très vite rendu compte qu'en réalité, en termes d'hygiène de vie et d'implication, etc., il n'était pas du tout au niveau, malheureusement. Lui et Ja Morant, tu sens que bien sûr, ouais. ils ont, depuis leur arrivée dans la ligue, ils ont complètement dévissé l'ultra célébrité et la richesse dans l'article de Baxter Holmes sur ESPN. Il explique bien ça en fait, des gens ouais, où c'est la classe moyenne. Pas qui galèrent forcément, mais qui vivent de paye en paye, mois par mois, et puis tout d'un coup, tu te retrouves multimillionnaire, et puis ça bouleverse ton existence de façon parfois totalement inattendue, quoi. Ouais, après, bon, ils ont 23, je crois que Ja Morant doit avoir 24 maintenant, mais bon. Il y a encore le temps, mais par contre, comme l'a dit McCollum cet été, il y a le temps, mais il y a quand même un vrai sentiment d'urgence qui s'installe là. Oui, et une carrière NBA, ça peut passer vite. Et dans le cas d'un mec comme Zion Williamson, ça peut aller très très vite. Ouais, tout à fait. Ça peut aller très très vite. Et j'aimerais terminer ce podcast en évoquant rapidement les Grizzlies, parce que on a appris là donc que Steven Adams allait être opéré du genou et allait manquer l'intégralité de la saison. Brandon Clark est déjà à l'infirmerie, rupture du tendon d'Achille la saison passée. Et donc il va revenir en cours de saison, on ne sait pas quand, on ne sait pas vraiment s'il va revenir d'ailleurs. Et puis dans quel état, c'est-à-dire que clairement il va pas être aussi explosif. C'était une de ses grandes qualités, c'est son explosion athlétique. Bon, il va falloir attendre un peu avant qu'il retrouve toutes ses sensations. Les Grizzlies, pareil, équipe d'avenir. L'an dernier, ils étaient quoi? Ils étaient deuxième de la ligue. Ils se font sortir par les Lakers. L'année d'avant, ils s'étaient fait sortir par les Warriors. Tout le monde leur prédisait un avenir grandiose. Et là, tout d'un coup, il y a un gros ralenti quand même. Bah oui. L'absence de Steven Adams, pour moi, coûte beaucoup à cette équipe. Parce que Jaren Jackson, on n'en a pas beaucoup parlé, toi et moi, mais Jaren Jackson, pendant le mondial, personnellement, il a pas du tout été convaincant. Non. Et son absence d'efficacité au rebond, dans la prise de rebond, est quand même, ça tient beaucoup de son placement, tout ça, mais pour l'instant, il est jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été un gros rebondeur. Il n'y a pas de taille à Memphis pour compenser l'absence de Steven Adams et de Brandon Clark. Et ça commence vraiment à m'interroger, en fait.
Oui, je suis d'accord. Effectivement, c'est vraiment une très très grosse perte et ça va être le secteur intérieur là des Grizzlies. Ça va être compliqué. Hein. Tu les projetais où, Memphis, au début de la saison, toi? Top Bah 3, ouais, top 3. Hein. dans le top 6, dans... Non, plutôt dans le top 3. Hein. Pour moi, c'était vraiment une équipe qui avait la capacité de se maintenir sur le podium, quoi. Ouais, moi j'aurais plutôt dit top 6 parce que justement l'absence de Ja Morant en début de saison, même si l'arrivée de Marcus Smart pour moi était de bon augure, mais alors là, Oui, mais tu vois, l'absence de Steven Adams, je te promets que ça m'a... Ah bah ça, oui, ça me Je pareil. sais pas si on réalise à quel point l'absence de ce gars-là est ultra importante en fait. Bon, après, la saison dernière, il a déjà loupé, hein. Il avait Ah oui, loupé pas mal oui. de matchs, hein, et je crois qu'il avait loupé quasiment une moitié de saison, mais non, mais c'est clair qu'il est hyper important. Après, moi, si je les mettais aussi haut, c'est aussi à cause de la jeunesse des leaders de cette équipe, en fait. Tu vois, contrairement aux Mhm. Lakers, par exemple, où LeBron va devoir voir ses minutes être limité pour arriver en forme en playoff. En Oui. théorie, un mec comme Ja Morant, un mec comme Jaren Jackson, Desmond Bane, etc., ces gars-là, ils ont pas besoin de souffler, en théorie. Ouais, Desmond Bane, bizarrement, je suis content parce qu'on va voir. Ce gars-là va avoir comment dire, toute la latitude pour faire ce qu'il veut. Ah bah là, c'est le J'ai patron de l'équipe, hein. extrêmement hâte de voir Desmond Bane libre de toute contrainte sur un terrain. Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, oui, tu l'as dit, là, c'est clairement le patron de cette équipe. Ça va être intéressant de voir ça. Et ça peut être très très bénéfique pour la suite, pour cette équipe. Ouais. On verra ça, mais ouais, ça va pas être simple pour Memphis. Et tu vois, juste pour avoir le mot de la fin, le vent peut tourner très très vite en NBA. C'est fou en fait. Memphis, il y a 2 ans, c'était l'avenir de la ligue, clairement. Et cette saison, tu te dis, waouh, comment ils vont faire pour se relever, quoi. Oui, mais ouais, oui, c'est vrai. Non, tu me trouves trop dramatique? Non, pas toi. Toi, je te trouve pas trop dramatique. Par contre, je trouve que certains commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, sont déraisonnables. Moi, j'ai vu des mecs qui, après la Comme blessure, quoi? j'ai vu des mecs qui, après la blessure d'Adams, ont dit, bon bah, petite blessure diplomatique pour Jaren Jackson Jr. et c'est parti pour le tanking. Non mais attends, enfin, tu vois, Ah oui, d'accord. il faut pas abuser quoi. Il faut pas abuser. Cette équipe, elle a quand même encore un énorme potentiel offensif Ouais. et défensif. Marcus Smart, on sait très bien que c'est peut-être pas le joueur le plus impressionnant d'un point de vue statistique. Par contre, c'est un vrai leader d'équipe. C'est un mec qui, dans l'état d'esprit, dans le hustle, peut être extrêmement important. Moi, je pense qu'ils peuvent. Franchement, je pense qu'ils peuvent limiter la casse en l'absence de Ja Morant, et ensuite, bah, on verra ce que ça donne. Le vrai problème, c'est le secteur intérieur, quoi. Ça peut les endurcir. Ils peuvent trouver des ressources pendant cette période qui leur permettront et qui leur serviront à l'avenir, qui leur permettront d'évoluer, peut-être dans le bon sens. Après, on sait, toi et moi, que si Ja Morant ne prend pas du plomb dans la tête, Oui, tout mais ça restera à l'état de projection, quoi. oui, mais j'ai plus confiance, si tu veux, en cette équipe pour, tu vois, pour faire corps et se souder et avoir une Ouais. espèce d'état d'esprit de meute et de, tu vois, quasiment de régiment pour tout donner et aller s'arracher pour faire une bonne régulière, plus qu'en d'autres équipes, quoi. Ouais, Je trouve probablement. il y a les personnalités et les leaders dans cette équipe-là pour y arriver. Ouais, je te kiffe, Charles. J'aime bien ton optimisme. Un Bah écoute, optimisme salvateur. j'essaye d'être optimiste, quoi. C'est le tout début de la saison, tu vois. Moi, je veux une belle saison, quoi. Tu veux pas des conclusions hâtives et négatives. Hâtives et négatives. Non, hâtives et positives. Ok, très bien. Ça marche. Merci, Charlie. Bah écoute, merci à toi. On se retrouve bientôt. Tu me Ouais, diras quand est-ce que tu reviendras. Ce sera pas toi la semaine prochaine, tiens, pour le coup. tout à fait. Voilà. Et puis, bah, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je serai là, hein, je suis fidèle au poste. Et donc, bah, d'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien. Franchement, ce début de saison ne nous déçoit absolument pas pour l'instant. En tout cas, moi, je suis scotché devant mon écran, j'avoue. Et voilà. Donc, enjoy les matchs et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.